Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Il y a beaucoup de gens qui restent là-dedans, qui restent accrochés à leur souffrance, qui n'arrivent pas à se sortir de ça. Et parce qu'en fait, ils restent dans une version limitée de ce qu'ils voient. Ils ne cherchent pas à aller voir l'énergie derrière la forme, ils ne cherchent pas à aller voir comment c'est possible de donner plus d'amour et de s'apporter plus d'amour. Parce que l'univers nous tend des perches. C'est à nous aussi de savoir les prendre et de se dire « Ok, il y a ça qui s'est passé dans ma vie qui a été douloureux, mais qu'est-ce que j'en fais ? Comment je l'entreprends ? Comment je vis avec, j'interagis avec ?» Et je ne le mets pas sous un tapis, j'en fais quelque chose, comme l'accident de mon mari, le handicap de ma sœur, la naissance prématurée de mon fils. On en fait quelque chose. Chers amis, bienvenue, nouvelle rencontre avec mon invité aujourd'hui, c'est Karine Buisson qui est installée sur ses canapés. On va parler des parents, on va parler du couple, on va parler des enfants aussi, avec ce très joli titre qu'elle a choisi. Nos enfants ne sont pas juste nos enfants. Vous le saviez ? Peut-être que ça mérite une petite analyse complémentaire. Karine est là, bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Très bien, merci beaucoup. Merci de témoigner. Merci de nous présenter l'expertise que vous avez envie de mettre en avant, relations parents-enfants et couple 2.0. Qu'est-ce qu'un couple 2.0 ? Ah, mon Dieu, vaste question. Mais oui, c'est ce que je me suis dit, tiens, parce que 2.0, c'est presque dépassé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au 3.0, voire 5.0, voire plus. Oui. J'ai mis 2.0, mais en fait, on aurait pu dire tout ce que vous venez de dire. Bien sûr. Qu'est-ce qu'un couple 2.0 ? C'est un couple qui s'accompagne en conscience, qui grandit en conscience et qui ne s'arrête pas à la forme de tous les jours. C'est-à-dire que c'est la même chose avec son enfant, en fin de compte. Nos enfants ne sont pas nos enfants, c'est nos enfants. Ils viennent aussi nous accompagner sur le chemin de notre propre évolution. Et le couple amoureux et nos enfants, ce sont des formes dans la matière qui viennent nous dire comment nous diriger, comment évoluer et qui nous sommes profondément. Parce que ce qui est, pour moi, la vraie vie sur Terre, c'est de se connaître, c'est d'aller à la rencontre de soi-même. Et cette grande rencontre-là, elle ne peut qu'advenir que si on ose voir l'énergie derrière la forme. C'est-à-dire pas juste s'arrêter à « Ah bah tiens, je suis en colère aujourd'hui, mon enfant, vraiment, il m'a mis en colère » ou « Mon compagnon, je suis frustrée de la relation que j'entretiens avec lui parce qu'il ne fait pas ci, parce qu'il ne me dit pas ça, etc. etc. » En fait, ce sont deux piliers puissants, de portails d'évolution puissants, qui nous invitent et voire même nous obligent à nous dépasser, à la regarder, mais c'est quoi derrière la forme, c'est quoi le message ? Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire ? Qu'est-ce qu'ils viennent nous montrer ? Et comment je peux aller me rencontrer grâce à eux, finalement ? Si le plus grand pouvoir que tu cherches à l'extérieur se trouvait déjà en toi. Saviez-vous que votre voix peut devenir une clé de guérison intérieure ? Eh bien, combien de temps peux-tu rester focalisé sur une seule pensée ? C'est la question que je te pose. Je suis experte en Human Design et je vous invite à une reconnexion à votre souveraineté énergétique. Lors de ces ateliers, vous poserez une intention, puis je me connecterai au groupe pour faire vibrer les bonnes fréquences au bon moment. Avec Céline, nous vous offrirons également un concert immersif, une véritable passerelle vers les dimensions subtiles. Je vous attends très nombreux. Réservez vite vos billets sur abcto.fr. Ce n'est que le début d'un nouveau chapitre de ta future vie. Rendez-vous à Bordeaux, rendez-vous à Nice.
Alors, on va voir, vous êtes coach, mentor, experte dans cette relation parent-enfant et cette relation qu'il y a aussi dans le couple. Mais parfois, quand je vois les expertises comme la vôtre, je me dis, si on remonte 40 ou 50 ans en arrière, on ne se posait pas ce genre de questions. Est-ce qu'aujourd'hui, trop de questions tuent la question? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas... Il n'y a pas une sorte d'excès à tout vouloir remettre en permanence en question et peut-être même trouver des explications à tout là où on devrait laisser les choses aller? J'ai pas de réponse claire et définitive à cette question. Ce qui est là, c'est que on est invité à vivre, en fait, à être et à émaner qui on est. Donc c'est sûr que ces 20-30 dernières années, il y a eu comme une explosion du monde de la thérapie, du monde du coaching, du monde du mentorat. Et c'est très bien, c'est génial, c'est parfait, parce qu'on a vu qu'il y avait autre chose qui existait, pas que la matière, pas que la 3D, la dualité très dure. Il y a 40-50 ans, comme vous dites, on sortait de la guerre, donc c'était complètement autre chose. L'être humain, il était habité par quoi? J'ai besoin de survivre et de manger, en fin de compte. Aujourd'hui, les choses vont tellement vite, énergétiquement, imaginez-vous cet été-là, comment ça a été tellement puissant à vivre, tout ce qui était là, tous ces portails, etc. Aujourd'hui, eh bien, ce qui est là, ce qui est présent, c'est comment je peux me rencontrer en descendant dans l'espace de mon cœur et, à mon sens, et faire en sorte de ne plus co-créer avec mon mental. Moi, c'est ça que j'amène et que j'ai à cœur d'amener et que j'essaie de me faire vivre au quotidien, c'est-à-dire sortir de l'espace de mon mental et me rencontrer depuis l'espace de mon cœur. J'espère que je sais pas. Non, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Oui, alors l'espace du cœur, ça aussi, c'est fou. La semaine dernière, j'ai enregistré une émission avec un coach aussi qui nous disait, mais essayons d'être dans l'espace du cœur, de penser via l'espace du cœur, de ressentir via l'espace du cœur. Et à chaque fois, moi j'ai toujours la même réaction, et ceux qui regardent les émissions vont se dire « Ah, il va réagir », c'est que c'est une notion aussi parfois très abstraite. Oui, complètement. Et c'est pour ça que j'ai une histoire géniale à vous raconter. Eh bien, qu'on va écouter avec beaucoup d'attention. Voilà. Donc, moi, ça fait, comme vous pouvez imaginer, plusieurs semaines que je prépare l'émission, mais je ne la prépare pas mentalement, je la prépare depuis l'espace de mon cœur, justement. Comment ? Eh bien, je me connecte à l'émission depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, depuis que je connais la date. Et mon âme fait le reste. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui remontent. Et c'est des émotions, c'est des blessures, etc. Et ben voilà, je les apprivoise, je m'accompagne avec, je suis avec elles en fait. Et comment est-ce que ces émotions, d'abord, pourquoi est-ce que ça ravive comme ça des émotions, le fait de vous connecter à l'émission ? Je pense que c'est une émission, comme on disait tout à l'heure, qui est de grande envergure aujourd'hui et il y a tellement d'êtres qui se connectent à l'émission que voilà, c'est un challenge pour les personnes qui viennent et qui sont interviewées, et même pour vous, Marc. Et donc, pour les personnes qui sont sensibles à l'énergie, comme moi, je vais, sous une forme, ressentir tout ce qui est là, tout ce qui est à l'œuvre dans l'invisible. Et parce que mon âme, elle a la claire conscience de... Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a aucun enjeu là-dedans, mais elle a la claire conscience de tout ce qui se joue dans l'invisible, en fait. Donc, pour les personnes qui captent l'énergie, bien, ok, on va aller regarder ça, mais inspire, expire avec tout ça. Voilà. Et alors, la notion de voir les choses avec le cœur, comment êtes-vous sûr que ce n'est pas votre mental qui vous joue des tours et qui prend le dessus sur la notion de le ressenti, la visibilité avec le cœur ? Alors, est-ce que vous êtes prêts à ce que je vous raconte ma petite histoire ? Allez-y. Ok. La semaine dernière, justement, et cette expérience-là fait partie de la préparation de mon interview sur ABC Talk. C'est une évidence pour moi. Aussi, par expérience, je sais ça. Je vais à une conférence de Philippe Guillemant, physicien. Physicien. Voilà. Et je suis appelée. Je sais que je suis appelée. Tout est fluide sur la route. Quand je prends la route pour y aller sur Annecy, j'y vais. C'est nickel, impeccable. Et donc, il se présente et il nous dit, voilà, je vais vous parler des 3 temps
des 3 dimensions du temps. Et je vous informe tout de suite, habituellement, les gens comprennent très peu ce que je dis, mais là, c'est ma première conférence là-dessus. Donc, en gros, on est sûr qu'on va rien comprendre. Voilà. Donc, au moins, ils posent les cadres, ça, c'est fait. C'est vrai que souvent, les physiciens quantiques, oui, voilà, dans la pédagogie, c'est pas toujours simple. Même si Philippe Guimand, il a ce talent qui est assez pédagogique. Exactement. Bon, alors, ce qui se passe, c'est que, boum, la conférence commence et... on verra tout à l'heure en quoi c'est en lien avec mon propos d'aujourd'hui. Je rentre dans le truc et en même temps qu'il parle, je me dis, tiens, c'est marrant, je comprends rien avec ce qu'il dit. Je comprends rien ce qu'il dit avec le mental. Par contre, il y a quelque chose en moi, au niveau de mon corps, au niveau du sentier de mon corps, au niveau de mes perceptions, au niveau de mon intuition, je comprends tout. Waouh, c'est dingue. Et la conférence passe, je commence à écrire, etc. Je suis hypnotisée par ce qu'il dit, vraiment. Et à un moment, il dit, eh ben voilà, la conférence est terminée, merci beaucoup. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour moi, ça avait duré même pas 5 minutes. Et en fait, ça venait de durer 1h15. Autre dimension temporelle. Complètement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un effondrement de l'espace-temps, un truc de dingue. C'était pas la première fois que je vivais ce genre d'expérience. Hein. Mais ça peut arriver à tout le monde. On peut se dire « Ah, le temps passe vite, etc. » Ouais, non, mais là, c'est pas juste le temps passe vite. C'est qu'en fait, il y a eu un effondrement de l'espace-temps et que pour moi, j'ai tellement été dans le désir de comprendre son propos et d'aller à sa rencontre, à la rencontre de qui il était et de son âme et de l'information derrière ses mots, que je me suis mise en disponibilité totale de ce qui était là, de ce qu'il disait, de ses mots, de son énergie. Et comment je me suis mise en disponibilité totale ? Je me suis mise en disponibilité avec mon corps, avec mon intuition, avec mes perceptions extrasensorielles, et tout mon cœur s'est ouvert. Involontairement. Consciemment et inconsciemment. Oui. Parce que j'avais tellement le désir de comprendre et je savais que j'étais appelée. Donc, involontairement, oui et non. Parce que l'âme, elle sait très bien ce qu'elle fait dans toute situation. Il n'y a pas de hasard, quoi. Et mon cœur s'est ouvert à mes puissances maximum. Je suis rentrée chez moi, j'étais complètement en état modifié de conscience, en fin de compte. Et pourquoi je dis ça aujourd'hui ? Parce que là, j'ai eu le message la semaine dernière, c'est « Ok, Karine, là, tu as vu clairement quel est le process pour ouvrir ton cœur et te mettre en disponibilité complète avec l'autre, comme ce qu'on est en train de faire, vous et moi, là, maintenant. Mais c'est la même chose avec nos enfants. C'est la même chose avec notre compagnon ou notre compagne, en fin de compte. Si on veut vraiment le rencontrer, si on a vraiment ce désir d'aimer et d'être aimé, c'est indispensable d'ouvrir ce champ-là et de se mettre en disponibilité totale. Sinon, la rencontre, elle n'advient pas. Sinon, on n'est pas dans l'authenticité radicale qui est demandée pour oser être et pour aimer pleinement. Sauf que cette disponibilité totale dont vous parlez ne peut pas exister 24 heures sur 24. Non, pour moi, on est comme en apprentissage, là, ici, maintenant, sur la Terre. On est en apprentissage de ce truc-là qui est nous, pour moi, de toute éternité. C'est là, c'est nous. Parce que pour moi, on est des êtres infinis et illimités, avec cet amour-là, cette densité d'amour qu'on pourrait dire sans nom et sans forme. Si on veut parler d'énergie christique, on met de côté tout aspect religieux. Hein. Bien sûr. Et c'est nous. Alors, comme on est incarné dans la dualité, évidemment, à un moment donné, la dualité, elle nous rattrape. Quand vous me disiez tout à l'heure, il y a des gens qui viennent nous critiquer, etc. Oui, ok, en fait, où est-ce que c'est parfait ? C'est parfait parce que du coup, ça vous permet d'ouvrir votre cœur et de dire, ok, moi, malgré ces critiques que je reçois, j'ouvre encore plus mon cœur et j'y vais, je ne me pose pas de questions. Et cette disponibilité à soi, elle est là. C'est arrêter de se poser des questions, comme vous disiez tout à l'heure, et s'ouvrir à la présence. S'ouvrir, ouvrir son cœur, oser. Est-ce que notre ami Philippe Guimand a su que vous aviez rencontré cet état-là lors de sa conférence ? Pas du tout. Voilà, maintenant, ouais. Philippe, sache voilà. que lorsque tu donnes une conférence,
de temps en temps, il peut y avoir des espaces-temps tout à fait. qui se réduisent d'un coup. C'était dingue, d'autant plus qu'il parlait, c'était son sujet du jour. C'était fou, vraiment. Alors, on va parler évidemment de votre parcours de vie et votre histoire et ce qui vous amène aujourd'hui à être la coach que vous êtes et à avoir cette expertise au travers de la relation parent-enfant et le couple. Mais c'est quand même aussi important de se dire qu'aujourd'hui, vous avez plaqué une institution qui, pour le coup, vous mettait à l'abri de tout, puisque vous étiez professeur de lettres, pour faire ce que vous êtes aujourd'hui. Ouais. Pourquoi ? Ça faisait plus sens. À un moment donné, ça n'a plus fait sens. Et mon âme était déjà appelée vers autre chose assez tôt, relativement tôt, parce que mon enfant était encore tout petit. Et il y a quelque chose qui faisait plus sens. Je me sentais comme enfermée dans une matrice qui, pour moi, tournait à vide. Et puis, du coup, il y a eu un événement de vie particulier dans notre vie de famille. Mon mari a failli mourir, en fin de compte. Et puis, lui a eu son déclic. Et moi aussi, j'ai eu le mien. Et je me suis dit, non. Là, c'est maintenant, et c'est indispensable que je m'ouvre à ce qui est là, à ce qui est présent en moi. Et ce qui est présent en moi, c'est cet amour que j'avais pour les enfants et l'accompagnement de leurs parents. J'ai envie de le vivre de manière différente, à ma façon, avec mes codes à moi, avec mon énergie à moi, sans me sentir enfermée dans une matrice qui ne me correspond plus du tout. Mais je pense qu'il y a des centaines, des milliers, voire plus, de personnes qui ressentent la même chose que vous. Et pourquoi certaines, comme vous, franchissent le cap et y arrivent, là où d'autres restent figés dans cette espérance-là, mais voilà, ils ne vont pas plus loin parce qu'ils sont conditionnés peut-être par d'autres choses. Honnêtement, Marc, j'en sais rien. C'est une super question, vraiment. Peut-être des gens auraient pu te dire parce que je suis missionnée, parce que machin, parce que bidule. Non, moi je me sens pas missionnée. C'est juste qu'à un moment donné, il y a eu cet événement de vie très confrontant avec mon mari qui fait que le cerveau il bug. Il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur de l'ordre. Tu te dis mais à un moment donné, c'est quoi le sens de ma vie sur Terre ? C'est plus là. En fin de compte, c'est plus là. J'étais allée là, j'ai vécu mon expérience, ok, c'est top, mais maintenant je vais là parce que c'est là, tout me mène vers là. Donc j'y vais, c'est tout. Alors vous parlez de votre mari à la naissance de votre enfant aussi. Notre fils. Votre fils. C'est ça. Et vous parlez justement du côté, il est né prématuré, c'est ça ? Il est né prématuré. Et là aussi, c'est une prise de conscience ? Oui, là c'est énorme. C'est quelque chose d'énorme et ça rejoint l'expérience que je vous ai racontée avec Philippe Guillemant, où il y a eu un écrasement de l'espace-temps. Ok, il naît prématurément, pas beaucoup, mais 5 semaines et demie quand même, ça compte pour une jeune maman dont c'est le premier enfant, hypersensible et en pâte plus. Donc il arrive avec ses 5 semaines et demie d'avance, un tout petit bonhomme, beau comme tout, super bien formé, tout va bien pour lui. Mais moi, je suis parachutée dans un truc où... qu'est-ce qui va se passer pour lui ? J'ai peur pour lui, j'ai peur de ce qui pourrait lui arriver, etc. Et donc il naît, ils me mettent mon enfant sur mon ventre comme ça, et puis comme tous les bébés, il a le réflexe de ramper. Donc il rampe, et il s'arrête là, sur ma poitrine, et il a le courage, l'audace, j'en sais rien, de lever ses petits bras, mais vraiment tout droit comme ça sur moi, et de me fixer avec ses yeux bleus outre-mer encore à ce moment-là. Il me fixe comme ça, et là, on se capte de cœur à cœur et d'âme à âme, ça passe. Mais d'une puissance incroyable. Et je lui dis, j'ai le réflexe, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas un réflexe, mon cœur a envie de lui dire, bienvenue sur Terre, Jocelyn. Ça s'appelle Jocelyn. Et là, c'est l'effondrement de l'espace-temps. Il n'y a plus rien d'autre qui existe autour. Il y a juste cet amour qui vibre entre lui et moi, de notre âme commune, quoi. Il y a comme une fusion qui est là, où il se présente à moi et je le présente à la Terre. Et tous les enfants du monde devraient être accueillis comme ça, dans cet amour-là, dans cet espace d'effondrement d'espace-temps où il n'y a que de l'amour. C'est que de la vibration d'amour. J'ai fait beaucoup d'émissions avec des intervenants qui nous disent et qui parlent de l'engrammage de nos cellules, notamment,
et des mémoires que l'on peut avoir, et notamment sur des mémoires de naissance. Oui. Et le fait d'être un préma génère certaines choses et ça peut avoir des conséquences dans sa vie future d'adulte, etc. Est-ce que vous vous êtes posé ces questions-là à son arrivée, à sa naissance, en disant « Oh là là, il a 5 semaines d'avance, c'est un préma, qu'est-ce que ça veut dire dans sa vie? Est-ce qu'il aura une attitude, un comportement, des ressentis tout ça c'est marrant. Jumelé Très vite, non. Déjà non. Pour répondre à votre question, non. Je ne me suis pas posé ce genre de questions. Parce qu'il a fallu faire avec ce qui était là, en fin de compte. Donc, on a fait avec ce qui était là, surtout moi. Moi, j'ai fait quand même une bonne déprime postnatale sur plusieurs semaines, mois, avec 4 ans d'insomnie sévère qui ont suivi. Parce que c'était moi que ça venait de challenger. Vas-y, Karine, travaille sur toi maintenant. Libère tout ce qu'il y a besoin d'aller libérer. Regarde ce qui est là, etc. Mais lui, par contre, très vite, c'est marrant, je vois la statue en bronze, là, derrière. Très vite. L'archange Michael. Ouais, c'est ça. Lui, c'est un pilier de lumière. Hein. Je ne sais pas s'il écoutera cette émission, mais voilà. C'est un pilier de lumière. Il est né en avance. C'est un enfant qui sait ce qu'il veut, qui a la tête sur les épaules et qui est très doux et en même temps qui est très puissant. Et ça, je l'ai vu tout de suite. Voilà. Et sa naissance prématurée, je pense que ça venait dire ça. Ok, je suis prêt à sortir. Là, c'est bon, on y va. Voilà. Donc... Quel âge il a aujourd'hui ? Il va avoir 21 ans. Ah oui. Ouais, c'est un Donc c'est un adulte. C'est un adulte. C'est un adulte. Un jeune adulte. Il a 21 ans. Est-ce qu'il a justement ce genre de réflexion, ce genre de pensée? Est-ce que il est dans cette, comment dirais-je, parole du cœur? Est-ce que vous ressentez un comportement, une attitude peut-être différente? Donc nous déjà, lui et moi, même si il va pas vraiment aimer que je parle comme ça de nous, mais on est connectés de cœur à cœur et d'âme à âme très fort. Donc là, il vient de partir de la maison pour poursuivre ses études. Et c'est un jeune adulte qui est à la fois très ancré dans la matière. Donc il va plutôt privilégier les rencontres avec des personnes qui sont très ancrées dans la 3D. Plutôt ce type de personnes-là. Et en même temps, là, il est revenu ce week-end à la maison. Les échanges, c'est quoi? C'est un coach dans l'âme, lui aussi. Boum, il remet tout de suite les choses au point zéro, à l'équilibre, dans l'harmonie, il sait faire. Et en même temps, il m'a souvent charrié quand il était plus petit, parce que c'était pas évident d'avoir une maman un petit peu hors norme, comme ça, qui dit des choses que pas toutes les mamans disent. C'est vrai. Voilà. Ah ouais. Et en même temps, il est aujourd'hui en capacité de discuter de ça, d'entendre, de donner son point de vue et de sortir de la matière pour aller voir qu'est-ce que ça dit au niveau de l'énergie, en fin de compte. Donc, c'est une belle rencontre d'âmes que nos âmes se sont appelées, de toute façon, c'est sûr. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment il va évoluer après, lui, dans sa vie de jeune homme, mais en tous les cas, c'est là, c'est sûr. Il s'oriente vers quoi? Il est dans le web développement. Voilà. Rien à voir avec mon milieu. En tout cas, vous étiez donc cette ex-prof de lettres et vous dites aussi que la dimension mystique dans votre vie, elle était déjà là, notamment à votre adolescence. Ça. Vers 14 ans, expérience mystique de l'ordre de... Donc là, on va sur un sujet un peu plus touchy pour moi, mais en même temps vraiment magnifique. Parce qu'à 14 ans, j'ai une grande sœur handicapée, qu'une d'ailleurs, qui a 4 ans de plus que moi, qui est trisomique. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que pendant 14 ans, j'ai vécu avec son handicap, dont je ne voulais pas. En fin de compte, je me suis rendu compte bien des années plus tard que moi, son handicap, je n'en voulais pas. Et j'aimais profondément ma sœur. Mais je rejetais son handicap, finalement. Et à 14 ans, je suis en école catholique à l'Immaculée Conception. C'est la veille de l'Immaculée Conception. Je ne suis pas du tout dans la religion, etc. Mais c'est tous des signes comme ça qui nous montrent que on est sur la voie, c'est sûr. Et c'est la veille, et je cherche à m'endormir. Et il y a un truc qui se passe, je tourne, et je fais nuit blanche. Et je suis habitée toute la nuit par des pleurs et des sanglots et un chagrin profond
Parce que je prends conscience que ma sœur est handicapée. Je prends conscience de son handicap à ce moment-là. Comme si mon cerveau, jusqu'à présent, admettait ça comme une norme. Mais là, je prends conscience de ce que ça veut dire pour elle, du fait qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant, du fait qu'elle ne pourra pas vivre la même vie que moi, etc., etc. Et vraiment un chagrin énorme, énorme, énorme. Et en même temps, quelque chose de l'ordre de mystique. Je n'ai pas d'autres mots. Quand j'ai écrit ça, c'était vraiment là, puis même maintenant. Mon cœur est pleinement expansé. Je suis vraiment dans un amour hors espace-temps, en fait, pour ce qui est là. J'ai du mal à dire, à mettre en mots, c'est quelque chose d'indicible, parce qu'à la fois, il y a le chagrin profond de mon être humaine, et en même temps, je suis connectée à quelque chose de divin à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui a déclenché ça cette nuit-là? Cette nuit-là, le fait que peut-être le lendemain, on était la veille du 8 décembre, c'était la fête de l'Immaculée Conception, j'en sais rien, mais en tous les cas, énergétiquement, il y a un portail qui s'est créé en moi. C'est peut-être ce portail-là qui était là le lendemain, auquel j'étais déjà sensible. C'est pour ça que quand je dis que je pense qu'une âme, quand elle s'incarne, elle sait déjà ce qu'elle va vivre, comment elle va être. Moi, il y avait déjà cette hypersensibilité, cette empathie, cette médiumnité, etc., qui était présente, en fin de compte. Et donc voilà, il y a ce truc-là qui s'ouvre. Et qu'est-ce que vous en faites? Comment vous êtes le lendemain? Déjà, je suis complètement explosée quand je vais en cours. C'est une nuit blanche. C'est ça. Et enfin, cette journée-là, elle est dédiée à des prières. Je me souviens plus trop, parce que ça commence à remonter. Mais moi, je suis sur un nuage. Je suis en état expansé de conscience. Qu'est-ce que ça change de la relation avec votre sœur à ce moment-là? Pour moi... du coup, c'est comme si je passe à un autre plan de conscience. Je fais un bond quantique dans ma vie de jeune adolescente. Et pour moi, c'est mon ange. Quand j'écris, parce que j'écris beaucoup, je commence à écrire beaucoup à l'époque, des poèmes et des écrits comme ça. Et pour moi, je prends conscience qu'elle est un ange pour moi. Elle est un ange pour moi et elle me guide dans ma vie. Donc là où j'ai beaucoup souffert de son handicap et de l'attention intensive que mes parents avaient sur elle. Logique. Et voilà. Du coup, il y a quelque chose qui vient se rééquilibrer. Il y a toute la dimension qui vient s'ouvrir, spirituelle, qui vient s'ouvrir pour moi. Et voilà, l'équilibre, il est là. Moi qui accompagne beaucoup les êtres qui viennent à moi dans cette notion de degré zéro, là, d'être vraiment à l'équilibre, il est là. C'est que oui, ça a été complexe pour moi d'avoir une sœur handicapée, trisomique. Le regard des gens sur elle, la difficulté, très douloureuse pour mes parents d'avoir un premier enfant handicapé. Et la dépendance. Et jusqu'à encore aujourd'hui. Hein. Et en même temps, ce jour-là, je prends conscience qu'elle est venue me dire autre chose. Et elle est venue me montrer la voie, une autre voie, pour me sortir de la matière et de la souffrance de la matière. Parce que sinon, qu'est-ce que je fais? Je reste tout le temps dans cette souffrance. Je reste accrochée. Il y a beaucoup de gens qui restent là-dedans, qui restent accrochés à leur souffrance, qui n'arrivent pas à se sortir de ça. Et parce qu'en fait, ils restent dans une version limitée de ce qu'ils voient. Ils ne cherchent pas à aller voir l'énergie derrière la forme, ils ne cherchent pas à aller voir comment c'est possible de donner plus d'amour et de s'apporter plus d'amour. Parce que l'univers nous tend des perches. C'est à nous aussi de savoir les prendre et de se dire, OK, il y a ça qui s'est passé dans ma vie qui a été douloureux, mais qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'entreprends? Comment je vis avec, j'interagis avec? Et je ne le mets pas sous un tapis, j'en fais quelque chose, comme l'accident de mon mari, le handicap de ma sœur, la naissance prématurée de mon fils. On en fait quelque chose. J'allais résumer effectivement tous ces grandes transitions de vie que vous avez eues jusqu'à présent, avec ces trois faits extrêmement marquants dans votre vie. Et le fait que ça justifie aujourd'hui ce que vous êtes et la manière dont vous allez pouvoir accompagner ceux et celles qui font appel à vous. Exactement. Alors effectivement, on parle de la relation parent, enfant, couple, tout est lié. C'est une question. C'est une question. Moi, je pense que oui. C'est-à-dire que le couple tient par rapport à la relation parent-enfant, les enfants tiennent parce que le couple est en place. Enfin, je veux dire, c'est ça quand je dis tout est lié?
Non, tout est lié dans le sens où le couple amoureux et les enfants sont des formes dans la matière qui nous invitent à ouvrir notre cœur et à dépasser la matière, la dualité, la 3D. Mais c'est pas parce que, si je comprends votre question... C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre, c'est ça en fait ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand vous parlez de la relation, votre titre c'est ça, c'est expert dans la relation parent-enfant et couple. Ouais, ça. D'accord ? Donc ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que la relation parent-enfant tient parce que la relation couple est en place et réciproquement? C'est souvent. La configuration, c'est souvent je vais bien de l'intérieur, donc mon couple va bien. Donc... par rayonnement et par voie de conséquence. Avec mes enfants, tout va bien. C'est ça. Tu vois, vous voyez. Est-ce que ça c'est une vérité, ça, ou pas? Non, je sais pas. Je peux pas dire que ce soit une vérité. Parce qu'il peut y avoir des couples qui fonctionnent très bien avec une relation enfant catastrophique. Oui, bien sûr. Mais ça viendra toujours nous parler de nous, quoi qu'il en soit. C'est peut-être cru et un peu difficile d'entendre ça, mais ça viendra toujours nous parler de nous. Un enfant, il vient pas au monde pour venir nous embêter. Il vient pas pour nous embêter. C'est pas possible, ça n'existe pas. Il vient juste pour mettre le doigt là où ça fait mal. Il vient mettre du chaos, il vient nous montrer le chaos qui est déjà à l'intérieur de nous. Donc si je suis en colère, si je suis frustrée, si je suis triste parce que ça se passe mal dans la relation avec mon enfant, parce que lui se met en colère, etc., comme toutes les émotions, toute la palette d'émotions qu'on veut, c'est pas parce que c'est lui qui crée ça. C'est parce qu'il met le doigt là où ça fait mal à l'intérieur de nous, parce que c'était déjà là. Ça existe, ça préexiste à la relation à notre enfant. Donc lui, c'est un pilier savant de lumière qui vient nous montrer, tiens, regarde un petit peu ce que tu as besoin d'aller regarder. Fais ce travail d'humilité et de retour à toi. Va regarder ce que ça dit de toi. Juste, t'as pas besoin de faire 36... trucs de thérapie, tu vois, de coaching et de machin. On n'a pas besoin de ça. Ça veut dire que si on devait résumer de manière un peu peut-être cavalière ou un peu rapide, c'est de dire que le comportement de notre enfant est à la limite un comportement normal, mais si on ne le considère pas comme normal, c'est qu'il vient réveiller chez nous en tant que parents quelque chose qui n'a pas été réglé ou quelque chose exactement, qui... C'est exactement. Et tant que ça n'est pas réglé, il y a quelque chose de conflictuel qui restera. Quand c'est réglé profondément à l'intérieur du parent, il y a quelque chose qui se détend dans la relation. Il y a quelque chose qui... alors, un enfant handicapé restera handicapé, d'accord ? Un enfant qui rencontre des difficultés, qui est hors norme. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants avec plein d'étiquettes. Oh, c'est OK, tout va bien. Peut-être qu'il restera avec ces étiquettes, mais peut-être qu'il y a des choses qui vont changer fondamentalement à l'intérieur de lui. Parce qu'en fait, il sera accueilli et accepté de la même manière que j'ai accueilli et accepté mon enfant. Bonjour, bienvenue sur Terre. L'enfant, quand il va se sentir complètement accueilli par son parent, tel qu'il est, peu importe l'étiquette qu'il a, il y a quelque chose qui va s'assouplir aussi à l'intérieur de lui. Il va se sentir complètement embrassé par son parent. Et ça lui suffit, lui. Il n'a pas besoin d'autre chose. Mais alors, ces fameuses étiquettes, HPI, TDAH, etc., tout ce qu'on entend, parfois aussi à tort et à travers, c'est-à-dire qu'on on estampille assez rapidement. Ouais, voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas grave ça. Mais alors du coup, ça vient contrebalancer ce que j'ai dit avant, parce que je dis que si le comportement, j'ai dit tout à l'heure que si le comportement de notre enfant est ce qu'il est, et parfois avec ces étiquettes-là, ça veut dire quelque chose du parent. Si l'enfant est donc diagnostiqué 10 quelque chose ou TDAH, HPI, qu'est-ce que ça vient dire ? Marc, pas que. Ça vient dire de nous, alors, parents. Ça vient dire de nous quelque chose si nous, ça nous fait réagir. Si ça ne nous fait pas réagir, ça appartient à l'enfant. D'accord ? Il y a effectivement quelque chose de l'ordre de l'interaction inconsciente. Qu'est-ce que ça nous fait vivre quand notre enfant est handicapé ? Qu'est-ce que ça nous fait vivre s'il est HPI, HPE, etc. Toutes ces étiquettes-là. Hypersensible. Si tout va bien pour nous, tout va bien. En revanche, si notre enfant il
porte quelque chose, c'est qu'il amène un message au monde. C'est qu'il amène quelque chose. Et là, c'est indispensable d'aller écouter ce que son âme, elle amène dans la famille, ce que son âme, elle amène dans l'école dans laquelle il est, ce que son âme, elle amène dans la société dans laquelle il évolue. Et ça, c'est indispensable d'aller écouter ces messages-là. Parce qu'aujourd'hui, comme vous dites, on a tellement facile à les étiqueter ces enfants-là, qu'au lieu d'aller écouter le message profond qu'ils véhiculent. Oui, un enfant hypersensible, qu'est-ce qu'il vient dire dans une famille qui est... alors pour le coup, je prends un peu un contre-exemple, mais une famille qui n'est pas forcément, on va dire, hyposensible. Mais qu'est-ce qu'il vient apporter, lui? Il vient dire, tiens, écoute ton cœur. De quoi tu es fait en dehors de ta chair, ton sang et tes os? Je suis fait de perception extrasensorielle aussi. Je suis fait d'une grande intuition, je suis fait d'une grande créativité. Est-ce qu'on peut aussi déployer ça au sein de notre famille? Est-ce que c'est possible? Voilà. Donc, chaque enfant amène son propre message. Et c'est à nous aussi, en tant que parents, d'aller oser favoriser pour eux ces terrains de jeu sur terre riches et fertiles pour qu'ils puissent déployer ça. C'est là où parfois on entend... c'est cette grande question de savoir qui doit s'adapter à qui. Est-ce que ce sont les enfants qui doivent s'adapter au mode de vie, à l'éducation et aux fondamentaux des parents, ou l'inverse? Tout le monde doit s'adapter à tout le monde, pour moi, dans une famille. Et c'est important de se respecter tel qu'on est. Mais avant de se respecter tel qu'on est, il faut apprendre à savoir qui on est. Donc un parent qui cherche à interagir depuis le cœur avec son enfant, s'il ne sait pas qui il est, comment ça va être possible? Comment la rencontre, elle peut se faire? La rencontre, elle peut se faire qu'en étant dans son authenticité radicale, de cœur, d'être, d'émanation de qui on est. Donc, si on ne sait pas qui on est, ça n'advient pas, ça n'existe pas. Donc, apprenons à savoir qui on est. Apprenons à, quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas à l'extérieur de nous, à en faire quelque chose et à se regarder en toute humilité. Là, ok, ça ne me convient pas parce que je vois que ce que je vois chez l'autre là-bas, j'ai aussi un petit peu la même chose à l'intérieur de moi. Ok, c'est super. Et donc, du coup, ça assouplit tellement de choses à l'intérieur de nous. On grandit en sagesse, on grandit en amour. Et là, la vraie rencontre avec l'autre, quel qu'il soit, on parle d'enfants et de couples, c'est... Voilà. Mais souvent, vous avez des gens qui vous disent, quand on entend ce genre de discours d'analyse ou d'accompagnement ou d'expertise, on le résume parfois en disant, en fait, le problème, c'est pas l'autre, c'est moi. Si je croise quelqu'un, si je vis avec quelqu'un, si je travaille avec quelqu'un qui a un comportement qui me touche, qui m'impacte, qui ne me va pas, c'est pas lui le problème. On est toujours de savoir pourquoi est-ce que son comportement, visiblement, génère ou fait ressurgir chez moi cette émotion-là. Exactement. On est toujours mis au bon endroit pour nous faire évoluer. Notre âme, elle choisit... Moi, si j'ai choisi de venir là, il y a quelque chose qui m'y a poussé. Sinon, imaginez-vous, vu le nombre de vues qu'il y a, etc., c'est quand même challengeant. C'est pas un exercice de style facile. Mais mon âme m'y a poussé parce que je savais que j'avais quelque chose à y vivre et qu'on avait tous quelque chose à y vivre. C'est pareil pour un parent dans la relation à son enfant. C'est pareil pour un parent quand il va au travail et qu'il est mis dans un autre contexte. C'est pareil pour un parent avec ses propres parents. Parce que c'est quoi la relation qu'on a aussi avec nos propres parents? Est-ce que c'est complexe? Est-ce que c'est aimant avec son père, avec sa mère? Qu'est-ce que ça veut dire de soi? Tout nous ramène toujours à soi, en fin de compte. Ça veut dire que votre expertise, vous êtes très dans l'intimité des gens. Oui, je suis extrêmement dans... Et je vous remercie de poser cette question parce que c'est vraiment... Oui, ça fait partie de mon expertise, d'entrer dans l'intimité des gens, mais parce que déjà, ils le demandent. Et qu'ils l'acceptent, effectivement. Et parce que j'ai appris ça depuis enfant. Comment? Eh bien, grâce au handicap de ma sœur. Aussi incroyable et incongru que ça puisse paraître pour certaines personnes qui vont nous écouter. J'ai une sœur, une grande sœur trisomique. Comment je vois
comment font mes parents avec elle. Ils lui dédient beaucoup de temps, beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. Ils cherchent à comprendre comment elle fonctionne. Encore aujourd'hui? Oui, énormément. Peut-être un peu trop. Comment elle fonctionne, qui elle est, comment on peut l'aider, comment on peut l'accompagner. Moi, je vois ça avec mes yeux d'enfant, et comme tout bon enfant, je fais fonctionner mes neurones miroirs. Hein. Je bois l'information de mon père, je bois l'information de ma mère, et je fais pareil. Donc, j'essaie de comprendre comment ma sœur, elle fonctionne. J'essaie de comprendre c'est quoi ses besoins, c'est quoi, comment elle fonctionne. Voilà. Et donc, du coup, je rentre dans son monde. J'apprends ça depuis toute petite. Ça veut dire que, pour moi, c'est ultra facile de rentrer dans le monde profond des gens. Et je rentre dans le monde de mon père parce que j'essaie de comprendre comment il s'y prend pour faire avec ma sœur. Et je rentre dans le monde de ma mère parce que j'essaie de comprendre comment elle s'y prend avec ma sœur. C'est pour ça que vous avez ce côté hyper empathe? C'est ça, exactement. Entre autres, hein, je pense qu'il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire par rapport à ça, mais voilà, en tous les cas, ça a favorisé vraiment ce côté empathe qui fait que je ressens tout de suite à qui j'ai affaire, si la personne est en authenticité avec elle-même et donc avec moi. Et puis voilà, on avance comme ça. Et jusqu'à la canalisation. Jusqu'à la canalisation. Vous avez cette... Capacité. Capacité, là. Voilà. Merci pour le mot. Je cherchais ça. Oui. C'est ça. Donc ça, vous le jumelez évidemment à votre expertise, qui doit considérablement vous aider pour le coup dans l'accompagnement que vous préconisez. Oui, tout à fait. C'est énorme. C'est pas quelque chose dont je parle très souvent parce que c'est vrai que dans l'interaction avec les gens, déjà, qu'est-ce que ça veut dire être canal? À quoi ça te sert? Puis t'es qui, toi? Voilà. Mais en tous les cas, ça m'aide énormément, moi, pour les personnes que j'accompagne, et déjà moi, dans ma propre vie de tous les jours, à me guider, à savoir ce que je veux vivre, comment j'ai envie de le vivre, et pour ma confiance en moi, pour l'amour de moi, etc. Et pour les personnes que j'accompagne, tout de suite, on est au cœur de la rencontre. Tout de suite, ça favorise un espace puissant de lumière, un espace d'amour, voilà. Et... donc c'est joyeux, c'est léger, et du coup ça permet à l'autre de s'ouvrir à ça, à qui il est profondément, et d'aller lui aussi observer, mais c'est quoi ses dons, c'est quoi ses perceptions extrasensorielles, parce que pour moi la complétude d'un être humain, c'est pas juste dans ses compétences physiques, concrètes, c'est aussi dans ce qu'il vibre, dans ce qu'il est, dans ce qu'il amène au-delà du mental. C'est-à-dire dans son intuition, dans sa créativité, dans son imagination, ses perceptions, etc. Pour le coup, quelles sont les personnes qui viennent le plus souvent vous voir? D'abord, est-ce que ce sont plus des couples? Ce sont plus des parents solos? Ce sont plus des familles entières? Non. Je dirais que ce sont pas forcément des couples. Alors j'ai des couples, hein, évidemment, mais c'est souvent quand même des êtres qui sont parents d'enfants, soit d'enfants en bas âge, soit qui sont déjà adultes, et qui à un moment donné se retrouvent surtout là, par les temps qui courent, j'ai envie de dire, se retrouvent confrontés à quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes avec lesquels ils n'ont plus envie de co-créer. Ils n'ont plus envie de faire comme si tout allait bien. Il y a quelque chose qui n'est plus, c'est plus admissible, c'est plus négociable de co-créer avec cette maman dont l'ex-compagnon se comporte de manière abusive, déséquilibrée avec leurs enfants communs. C'est plus possible de co-créer avec un monsieur qui vient me voir, avec sa femme qui refuse de parler et qui refuse d'entrer dans le tabou de la famille. Et ça aiderait pourtant tellement leur grande fille qui a 25 ans, etc., etc. Donc c'est vraiment des êtres qui, à un moment donné, se retrouvent face à eux-mêmes et qui ont comme envie d'en découdre et de dire « on la stop, ça suffit, on y va ». C'est étonnant que vous utilisiez le mot « être ». Ce sont des êtres. Oui. Vous auriez pu dire, je sais pas, vous auriez pu dire sont des gens, sont des familles, sont des parents. Ouais. Non, vous dites des êtres. Oui. Ouais. Mais je les qualifie pas, je les enferme pas en fin de compte. C'est voilà. Pour ça.
Vibratoirement, ça vibre beaucoup plus comme ça pour moi. Et donc, entre guillemets, avec vraiment très gros guillemets, la problématique de ces êtres, au centre de cette problématique, il y a toujours un enfant? Il y a toujours un enfant. Et il y a toujours des parents au-dessus des parents. Il y a cette continuité grands-parents, parents, enfants, très souvent, pas tout le temps, hein, mais très souvent c'est là. Ça parle de qui j'étais au sein de ma propre famille et de ce que j'amène moi en tant qu'adulte à mon propre enfant. Et tout ça est lié, pour le coup, vraiment, tout ça est lié. On parlait de lien tout à l'heure, vous me parliez de lien entre le couple parental et puis les enfants. Ben là, pour le coup, grands-parents, parents, enfants, effectivement, tout est lié. Donc ça veut dire qu'il faut accepter d'aller remonter jusque-là, quoi. Oui. Et de remuer un peu, quoi. De remuer un peu, mais pas forcément d'entrer dans un truc, chercher à mettre du sens, se poser des questions H24, comme vous disiez tout à l'heure, aller regarder à chaque fois derrière, éplucher, parce que c'est sans fin. On a des milliers de vies derrière nous. Donc à un moment donné, c'est indispensable de s'ouvrir à autre chose. Et puis finalement, qu'est-ce qui est primordial? Qu'est-ce qui est au-delà de tout? C'est d'ouvrir son cœur et de s'ouvrir à l'amour. Parce que quand on est dans cet espace-là, et qu'il y a comme cette création de l'effondrement là, de l'espace-temps, là, tout va bien. Pas besoin d'aller détricoter pendant des plombes les blessures, les conditionnements et patati et patala. Oui, c'est bien d'y aller. Je le fais, moi, toujours avec les personnes que j'accompagne. Et moi-même, parfois, il y a des trucs, waouh, c'est challengeant, donc j'y vais. Mais c'est tout. Ce qui est important, c'est paf, on remet à l'équilibre, point zéro avec les choses. Et puis, comment je me laisse être avec ce qui est là. Ce matin, c'était un peu confrontant pour moi de venir dire qui je suis au monde, de venir parler de ma vie, de mes propres expériences. Ok, je m'accompagne avec ce qui est là. Je me laisse pas, je me mets pas sur le bord de la route. Je m'accompagne, je reste avec ce qui est là. C'est ce qu'on nous apprend pas depuis tout petit. Un enfant, quand il traverse quelque chose de confrontant, de difficile, on lui dit « Allez, tout va bien, ça va se passer. » Non, ok. On l'accueille comme il est, on le prend dans les bras, s'il y a besoin pour sa sécurité, physique, etc. Mais on lui apprend à se laisser traverser par ce qui est là. C'est pas grave, tout va bien. C'est une émotion. Dans une minute, t'en vivras une autre. Dans 10 minutes, ça sera différent. Quand on voit votre approche, l'expérience et le recul que vous avez sur la vie, et en tout cas sur votre approche professionnelle, et quand on voit les situations incroyables dans les familles, à droite à gauche, on a tous autour de nous des situations d'enfants, de couples, de familles improbables. C'est ça. On se dit quand même qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Ouais. Et tant que l'être humain n'aura pas ce désir d'aller se rencontrer vraiment, il va aller refuser l'expérience. Peu importe si elle est extrêmement douloureuse ou pas. Moi, j'ai une amie qui a vécu le décès de son fils à l'âge de 11 ans. Elle en a fait quelque chose. Vous vous rendez compte? Elle en a fait quelque chose. Très admiratif de ça. Mais c'est dingue. Et en même temps, de se dire, quelque part, son âme avait souhaité ça. Et oui, je sais. Waouh. J'ai la même chose dans ma famille aussi. J'ai un cousin, effectivement, qui a perdu sa petite fille et cette petite fille-là, je crois qu'elle est partie, elle devait avoir 3 ou 4 ans. Elle n'est jamais sortie de l'hôpital. Elle n'est jamais sortie de l'hôpital. Qu'est-ce que vous voulez aller raconter? Je lui ai dit à mon cousin plusieurs fois, je lui ai dit, elle avait choisi ça. Oh, comment vous pouvez... Enfin, quel est le message, quoi, voyez? Ce qui est important, c'est comme, pardon, je vous coupe, mais c'est comme les gens qui vous disent... moi, j'entends des gens qui ont perdu des enfants et qui vous disent c'est un cadeau caché. Et qui remercient même leur enfant d'être parti comme ça ou ceci. Oh, moi, je suis très, très admiratif de ça. Et oui. Très, très admiratif. Mais quand une personne, pour le coup, je dis personne, quand un être en arrive à dire ça, mais c'est un chemin de lumière qu'il a emprunté. C'est sûr. C'est un chemin de lumière. C'est sûr. Et qu'il ouvre pour le reste. Mais c'est ça. Bien sûr. Donc, gratitude à l'enfant qui est parti. Absolument. Gratitude à l'enfant qui est parti. Et gratitude aux parents
qui a désiré en faire quelque chose et qui a désiré se découvrir, aller plus loin que la douleur. C'est phénoménal, ça. Ça, c'est extraordinaire. Ouais, extraordinaire. C'est une leçon de vie magistrale. Je me souviens également, lors des attentats du Bataclan, un père de famille qui avait sorti cette phrase que tout le monde a reprise et qui disait « Vous n'aurez pas ma haine ». Oui, magnifique. Ça aussi, extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Ouais. Et je crois qu'il a coécrit un livre avec le père d'un des terroristes du Bataclan. Wow. Voilà. Les deux pères et le père du terroriste, qu'est-ce qu'ils disent et le père d'une des victimes. Et ils ont coécrit le livre ensemble. Oui. Extraordinaire. Ça parle de quelque chose qui nous dépasse tellement. Incroyable. Là, on n'est plus dans quelque chose d'explicable. On n'est plus dans quelque chose de tangible. On est au-delà. Ça va au-delà de nous. Et c'est ça qu'on recherche tous. Cet au-delà de nous, c'est quoi ? C'est de l'amour. Parce que quand ils coécrivent ce livre ensemble, c'est de l'amour, c'est pas autre chose. Racontez-nous une situation que vous avez vécue qui vous a profondément marqué d'un accompagnement que vous avez pu avoir, alors soit en couple, soit en famille. Quelle était la problématique, la raison pour laquelle ces gens font appel à vous et comment est-ce que les choses ont évolué, se sont c'est pas simple déroulées. Parce que j'essaie d'éviter de parler des rencontres des gens que je rencontre et que j'accompagne pour leur intimité. Après, sans citer de nom et ni quoi que ce exactement. Soit, mais bon, les situations, je suis pas sûr qu'on arrive à savoir qui c'est. Il y a une personne qui est venue me voir il y a quelques années, un papa de 3 jeunes enfants, qui était quand même assez médiatisé, à l'époque et toujours, et dans un certain milieu professionnel. Et cette personne-là, beau comme tout, à l'intérieur et à l'extérieur, vient me voir et est complètement décousu dans sa vie de couple et dans sa vie professionnelle. C'est pas facile d'en parler parce que du coup, il y a des choses que j'ai envie de dire, mais bon, quand même. Ça va pas avec sa compagne. Lui, il est sur un tout autre plan dimensionnel. Lui, il a envie d'insuffler l'amour pur dans le milieu professionnel dans lequel il est. Et c'est un milieu, mais on peut pas... à l'opposé de ça. Non, mais on peut pas imaginer ça. Oui, notre milieu est un peu comme ça, enfin le milieu médiatique. Le milieu médiatique, ouais. Bon, là, pour le coup, allez, c'est le milieu du sport. C'est le milieu du sport. Donc, le gars qui se pointe, moi, j'ai envie d'amener l'amour dans le milieu du sport. D'accord. Et sa femme ne le comprend pas, sa femme a beaucoup de mal à le suivre. Et lui, ce qui se passe, c'est que il veut faire quelque chose de ça. Donc, le profil, c'est hypersensible, très haut potentiel intellectuel et empathe, etc. À l'époque, je faisais encore des accompagnements assez longs comme ça, donc c'était sur plus de 6 mois. On y va, on tape dedans à chaque fois, on rééquilibre, on remet au point zéro et on ouvre à plus grand, on se remet dans le cœur, Et à la fin, elle a accepté de venir faire quelques séances avec nous et ça n'a pas bougé pour elle. Elle est restée dans ce qui était juste et approprié pour elle. Ça n'a pas bougé, malgré les 3 enfants. Lui, par contre, il est parti vivre sa vie au Moyen-Orient. Il s'est expansé, il a recréé une vie de famille et aujourd'hui, il a un super boulot sur place. Voilà, il est épanoui. Il a fait un choix tout autre. Il a décidé de sortir de la vie de famille qu'il avait créée avec cette femme. Il s'est donné cette autorisation-là. Alors, c'est un peu un exemple bizarre qui ne va pas dans le sens de restons ensemble pour les familles, mais c'est le premier exemple qui m'est venu parce qu'en fait, cet homme-là a fait tout ce qui était en son pouvoir. Mais c'est ça qu'il faut préciser. C'est pas parce qu'on fait appel à une experte comme vous qu'on va... c'est-à-dire que l'expertise peut amener aussi à une prise de conscience qui fait que
le résultat, il est simple. Alors, on ne peut pas continuer ensemble. Exactement. Ça peut être aussi ça. Tout à fait. Ouais. Et ce ne sera pas un mal. Au contraire, ça voudrait dire que, en tous les cas, la personne que j'ai accompagnée, elle aura vraiment choisi la voie de son âme. Elle aura tout fait. Elle aura tout donné pour qu'il y ait quelque chose qui puisse exister au sein de ce couple. Ça n'a pas pu advenir. OK. Dans cette vie-là, je vais cesser de m'acharner. Je vais cesser d'être dans le dur. Ouais. Et puis, par amour pour moi et pour cette personne-là et pour mes enfants aussi, je me choisis et je co-crée une autre vie. Voilà. Et c'est OK. Et c'est OK. En tout cas, c'est très intéressant de voir effectivement de quelle manière vous pouvez peut-être répondre aux questions existentielles de ceux et celles qui nous regardent et qui se retrouvent effectivement face à un questionnement. Et ce que je retiens surtout, c'est de se dire, et vous êtes très très nombreux en tant qu'experts à nous dire ça, c'est « je me choisis d'abord Oui. ». Et ce n'est pas faire preuve d'égoïsme que de se choisir d'abord. Ah ouais. C'est loin d'être une lapalissade. De toute façon, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir à quel point c'est porteur de vibrations intenses, cette phrase-là. Et du coup, ça rayonne sur le reste de la famille. Exactement. Et il y a non pas des dommages collatéraux, mais des avantages collatéraux. Ça. Et, Ouais. oui, bien Et sûr. moi, je vois beaucoup de mamans qui viennent me voir aussi et qui sont encore dans cette dichotomie, notamment dans la relation à l'argent. C'est marrant d'arriver là-dessus. Et là, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que peut-être que c'est votre conjoint qui amène l'argent, donc concrètement dans la matière, mais observez ce que vous amenez à partir de votre cœur. Qu'est-ce que vous amenez? Parce que c'est beaucoup plus de femmes qui viennent me voir que d'hommes, même si, à mon sens, il y a de plus en plus d'hommes qui viennent. Ces femmes-là, elles ont besoin de découvrir à quel point elles sont belles, elles sont puissantes dans leur amour et dans ce qu'elles ont envie d'émaner et d'apporter à leur famille. Ça a une valeur inouïe. Et ça, j'ai envie d'en parler aussi, de dire qu'une maman qui vient me voir, ou peu importe qui elle a envie d'aller voir, elle prend soin d'elle. Et elle prend soin de sa famille. Et elle apporte quelque chose d'inouï à sa famille. Ça a autant de valeur. En s'occupant d'elle, Exactement. elle s'occupe par voie de conséquence Mais exactement, voilà. de sa famille et de son couple. Et c'est ça qui a observé. Mais la relation à l'argent, juste pour finir là-dessus, Ouais. mais la relation à l'argent, je peux comprendre l'exemple que vous venez d'évoquer, mais j'ai parfois le sentiment que c'est plus compliqué, notamment quand vous avez dans le couple l'homme qui gagne moins que la femme. Ouais. C'est parfois plus gênant. Vous voyez, parce qu'on reste sur une société un peu patriarcale. C'est ça. Voilà, oui, j'allais dire c'est culturel. Exactement. C'est culturel. Et alors qu'on s'en fout. Quoi. Oui, complètement. On s'en fout complètement. Mais pour s'en foutre, il faut s'être regardé un petit peu à l'intérieur pour voir de quoi c'est fait. Parce qu'effectivement... Hein. En tout cas, c'est intéressant et on a envie de prendre soin de soi pour que, encore une fois, on puisse faire en sorte que ce rayonnement atteigne et touche tout le monde au sein de la famille, au sein de nos enfants, de cette relation de couple, cette relation de famille. Avec nos enfants. Et que rien n'est figé et gravé dans le marbre. Les choses peuvent évoluer jusqu'à se rendre compte qu'on n'est pas fait pour être en famille et en tout couple. Va bien. Et c'est OK. Ouais, c'est OK. Et c'est OK. Ouais, et c'est très déculpabilisant. Mais oui, bien sûr. Que de ressentir ça et de se dire ça. On ne cherche pas la perfection, on cherche à écouter notre âme. Donc tout va bien. Jocelyn, c'est ça? C'est Jocelyn. Salut Jocelyn. Bon courage dans le web, évidemment. C'est chouette. Merci à vous, Karine. Merci pour cette belle expertise. Merci vraiment infiniment. Merci beaucoup. Merci pour cette approche. Et puis, quand on parle de connaissance profonde de soi, d'équilibre des perceptions, de transmission de clés mentales et énergétiques, ça, c'est votre univers. C'est ça. Et enfin, encore une fois, on aime bien, effectivement, pas cataloguer, mettre des étiquettes et mettre une hiérarchie dans l'accompagnement, mais il y a tellement de choses beaucoup plus intuitives qui se présentent qu'en fonction de ce que les gens vont vous dire, exactement. Vous allez pouvoir adapter votre accompagnement avec vos outils. Je suis malléable. Je suis comme l'algue. Merci Karine. Merci infiniment Merci. Marc. Dites-nous ce que vous en pensez. Vous allez commenter comme toujours avec bienveillance. Et nous, on va se retrouver très très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.